Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette toute dernière partie du bilan pour le Cold Winter Challenge. Et oui, ça y est, on arrive au bout. Alors comme je vous avais précisé la dernière fois, pour ce dernier menu qui s'appelle Marcher dans la neige, ça sera un petit peu plus court ou en tout cas disons que si ça n'est pas plus court, la thématique est assez spécifique. Donc du coup je ne vais pas commencer les sous-catégories dans l'ordre des fiches, mais je vais les faire à l'envers. Comme ça effectivement selon votre intérêt, vous n'aurez pas besoin de regarder la vidéo jusqu'au bout. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Forêt enneigée, pour lequel il fallait choisir un livre autour de animaux, écologie et nature writing. Et pour celui-là, j'ai choisi un graphique, une bande dessinée de la collection La BD-Tech des Savoirs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la BD-Tech des Savoirs, en fait c'est un tome, une thématique et ça développe en fait toutes sortes de thèmes. Il y en a sur les zombies, l'histoire de la prostitution, l'informatique, il y a vraiment toutes sortes de thèmes, toutes sortes de catégories et donc moi j'en ai choisi un sur les requins. Voilà. Alors il faut savoir que les requins, je n'ai jamais eu spécialement d'intérêt pour eux avant, pas que je ne les aimais pas ou que parce que j'aime globalement tous les animaux, il n'y a pas grand chose que je n'aime pas ou qui ne m'intéresse pas, mais c'est vrai que je m'étais jamais vraiment penchée dessus. Et puis l'été dernier, j'ai lu Les Dents de la Mer, pour lequel vous savez déjà ce que j'en pense, mais c'est vrai que du coup, moi je voulais en savoir un petit peu plus sur l'animal en soi, et j'ai commencé à chercher un petit peu sur internet, un petit peu plus d'informations, et je sais que c'est idiot parce que au final, on ne sait jamais tout sur tout, mais je ne me rendais pas compte à quel point on ne sait que très peu sur les requins. Il faut savoir que, alors déjà sur internet, quand j'ai vu la quantité de différents requins qui existent, c'est impressionnant, sincèrement. La taille, les couleurs, même les dessins qu'ils ont sur eux, la différence qu'il y a d'un requin à l'autre, franchement, je ne m'attendais absolument pas à ça. On sait très bien entendu que dans chaque catégorie d'animaux, il y a des différences, mais là, on se retrouve vraiment avec un panel, mais c'est... Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher de plus en plus, et je me suis dit, bah, j'ai envie de lire quelque chose sur eux, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, voilà. Donc, d'où le coup que j'ai choisi effectivement cette bande dessinée. Alors, cette bande dessinée s'appelle Les Requins, voilà, il n'y a rien de bien mystérieux là-dessus. Et très sincèrement, pour moi, c'est une grosse réussite parce que on apprend énormément de choses sur les requins. Cette bande dessinée a bien entendu été écrite en collaboration avec des scientifiques qui étudient les requins et on a à peu près tout ce qu'on peut vouloir savoir sur eux. Alors bien entendu, ça n'est jamais suffisant, donc après on peut approfondir le sujet. Mais il traite absolument de tous les sujets. Qu'il s'agisse de le requin dans l'évolution des animaux depuis la préhistoire, que ce soit leur alimentation, leur reproduction, comme je l'ai dit, les différentes catégories, les différentes couleurs, le pourquoi du comment, pourquoi le nombre de dents, pourquoi... En fait, absolument tout ce qu'on peut aborder sur eux. Il faut savoir que cette peur cette peur un petit peu irrationnelle en fait des requins, parce qu'il faut savoir qu'il y a en moyenne une dizaine d'attaques de requins par an sur les hommes. Donc on a clairement plus de chances dans le monde de se faire tuer par un pot de fleurs qui tombe d'une fenêtre que par un requin. Et pourtant des gens qui nagent, y compris d'ailleurs dans des lieux comme en Australie, comme en Hawaï, où effectivement on sait qu'il y a des requins dans les parages, très sincèrement la chance de vous faire bouffer par un requin est minime. Elle est toujours là, bien entendu. Si c'est un milieu où il y en a dans les parages, selon le bruit, selon la faim, et puis comme d'habitude aussi, on détruit un minimum leur habitat, donc ils se rapprochent de plus en plus des côtes. Mais ça, bon, bah, c'est notre faute, hein, je suis désolée. Et puis, je pense que cette peur irrationnelle est aussi alimentée par le fait que l'être humain a très peu de prédateurs. Et du coup, un prédateur comme ça qui effectivement peut d'un coup de dent complètement nous mutiler ou nous tuer, contrairement à la plupart des autres animaux, on n'en a pas spécialement l'habitude et c'est peut-être pour ça justement qu'il y a cette peur. Rajoutons malheureusement le bouquin que j'ai lu l'été dernier, plus le film Les Dents de la Mer qui en a suivi et qui effectivement n'a fait que généraliser cette peur panique malgré le peu d'attaques qu'il y a dans le monde, et y compris dans des endroits d'ailleurs où en fait il n'y a pas spécialement de requins. C'est vrai qu'on a tous, qu'on le veuille ou non, cette image qui nous est restée. En tout cas, moi je sais que en tant que gamine qui a grandi dans les années 80, puis j'ai vu ce film à la télévision un peu comme tout le monde, c'est vrai que c'est resté, il y a toujours un petit peu cette peur, mais c'est vraiment un animal qui gagne à être connu. Donc, alors j'en venais à quoi? Parce que mon but,
C'était pas d'expliquer tout ça, mais juste de dire que tout ça fait que les requins, on commence à être étudiés que depuis une vingtaine d'années. Voilà. C'est-à-dire que même les scientifiques qui étudient la mer, qui étudient toutes ces choses-là, ne se sont vraiment penchés et spécialisés sur les requins qu'il y a très très peu d'années. En fait, c'est très récent. Il n'y a qu'une vingtaine d'années, à peu près 20-30 ans maximum, qu'on commence vraiment à se pencher, à les étudier dans le détail, et pas juste de les observer, hein, de vraiment étudier toutes sortes de choses qui les concernent, comme justement dans toutes les catégories dont je vous ai parlé, l'alimentation, la reproduction, et du coup on réalise qu'on connaît très peu et qu'on en découvre tous les jours. Voilà. Donc très sincèrement, je trouve que ces bandes dessinées en règle générale sont très bien faites, surtout pour découvrir une thématique. Après c'est à chacun d'approfondir ou non, mais en à peu près 80 pages, ça permet d'avoir une idée et justement d'avoir des directions vers lesquelles s'orienter si on veut approfondir le sujet. Donc très sincèrement, si vous êtes un tant soit peu intéressé par les animaux, par le milieu marin, par un petit peu par toutes ces choses-là que je viens de citer, sincèrement, n'hésitez pas. C'est très très bien fait, c'est très intéressant. Et moi, ce que je vous conseille même avant tout, si vous ne savez pas trop, si vous êtes intéressé par les requins ou non, tout simplement allez voir Google Images. Allez regarder tous les types de requins qui existent, les requins, bon bien entendu, le grand blanc, mais il y a aussi le requin marteau, tout ce type de choses, mais il y a le requin citron, il y a le requin, enfin il y a plein, et surtout les œufs de requin. Je pense que c'est difficile de ne pas être surpris et fasciné par les œufs de requin, en sachant que les requins, il y en a qui pondent des œufs, et il y en a qui sont vivipares, c'est-à-dire qui ont des bébés sans qu'ils ne sortent d'un œuf à l'extérieur. Voilà. Et la forme, la couleur des œufs, il y en a en spirale, il y en a en pochette, il y en a... je sais même pas comment décrire ça. Sincèrement, allez jeter un œil et je pense qu'après ça, vous allez très certainement avoir votre curiosité piquée justement par toutes ces choses absolument inattendues qu'on peut trouver autour du sujet. Voilà. Bon, mais finalement, j'allais dire que ça va être court. Premier bouquin, je passe déjà je ne sais combien de temps à en parler, mais c'est pas grave, le sujet est super intéressant et je trouve ça bien justement que les gens s'intéressent un petit peu plus à ces animaux ou même à ces choses en général qui font toujours un petit peu peur, mais comme souvent, la peur vient de l'ignorance et c'est quelque chose sur quoi il faut toujours travailler. Après Forêt enneigée, qui était la dernière sous-catégorie du menu, je vais associer la première et la deuxième catégorie. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je vais parler de livres de voyage. Donc c'est ce que je vous disais, s'il y en a qui ne sont pas trop intéressés par ce type de choses, vous n'avez pas besoin d'aller au-delà dans la vidéo, puisqu'en fait je vais décrire des guides touristiques. Cependant, ce sont des guides touristiques globaux, c'est-à-dire qui concernent le monde entier. Voilà, qui traitent du sujet de façon assez différente et qui, je pense, quand même, peuvent être intéressants, ou en tout cas, tout dépend aussi de votre façon de voyager et c'est là-dessus que je vais revenir. Alors, j'ai décidé d'associer pôle Nord, qui est froid, hiver, neige, pays froid, avec pôle Sud, qui est voyage, cheminement personnel, évolution. J'ai donc mis dans pôle Nord 10 000 places à voir avant de mourir de Patricia Schulz, qui est un guide qui fait près de 1300 pages. Et alors pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce que sur Facebook, je fais partie de plusieurs groupes de voyage, en particulier de femmes qui voyagent, parce que effectivement ça permet d'avoir des idées, ça permet d'apprendre plein de choses, ça permet aussi de demander des conseils quand les gens viennent de différents horizons, c'est plutôt intéressant. Et j'ai vu ce bouquin passer tellement de fois que je me suis dit, bon, ben, un jour, va quand même falloir que je mette mon nez dedans. Alors, j'adore voyager, mais j'adore aussi rêver de voyage. Donc, je suis une personne qui, même pour des destinations, il y a des chances que je n'irai jamais, ou j'en sais rien, tout simplement. Ça ne m'empêche pas d'en rêver, de vouloir m'organiser, de faire des checklists de choses que je veux voir, que je veux faire, que... Voilà, c'est juste quelque chose qui me plaît. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être très voyageur pour ça. Après, j'avoue, dès que j'ai l'occasion, je me barre quelque part. Alors du coup, pourquoi je l'ai mis dans le pôle Nord? Parce que j'ai décidé de comparer les deux livres en comparant plusieurs destinations par rapport à ce que je connais et ce que je ne connais pas justement. Et l'une d'entre elles, ça va être la Russie, puisque je suis allée plus particulièrement en Sibérie plusieurs fois. Et donc du coup, je pense que ça colle parfaitement dans le pôle Nord. Voilà, donc ça va faire partie des endroits que je vais comparer. Ensuite, dans le pôle Sud, voyage, cheminement personnel, évolution, j'ai décidé de mettre le guide d'Atlas Obscura. Alors Atlas Obscura, c'est un guide plus particulier. Autant le premier est global, c'est-à-dire qu'il est censé donner
un tas d'endroits à visiter, in ou pas in, qui sortent des sentiers perdus ou qui sont plus connus. En tout cas, dans le résumé du premier livre, c'est censé être une sorte de bible du voyage à laquelle se référer, quels que soient nos goûts en matière de voyage, avec également quelques conseils de restaurants, d'hôtels et tout le tintouin habituel. Atlas Obscura, il y a un site internet d'ailleurs, donc vous n'avez pas besoin du bouquin, donc celui-là c'est parfait. Si vous voulez juste jeter un œil, je vous le mettrai en lien de toute façon. C'est un site, alors lui par contre que je connais et que je visite depuis des années, parce que il répertorie les trésors cachés du monde. C'est-à-dire qu'il recherche surtout les choses justement qui sont le moins visitées, qui sont parfois incongrues, bizarres ou très particuliers justement d'un pays, ou alors des choses qui ne sont connues que par les locaux, etc. Donc c'est un site que j'aime beaucoup visiter, j'ai découvert pas mal de petites choses comme ça. D'autres fois effectivement des choses qui finalement sont un petit peu plus touristiques quand même que ce qu'ils laissent entendre. Mais sincèrement, même juste pour aller farfouiller, moi je vous conseille d'aller sur ce site, ne serait-ce que pour aller voir ce qu'il y a autour de chez vous, même en France. Parce que vous allez voir sans doute des choses dont vous n'avez jamais entendu parler et qui sont parfaitement accessibles en voiture, peut-être en une demi-heure ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc très sincèrement, je vous conseille ce truc-là. Et du coup, bah, je voulais avoir le guide papier également. Enfin, le guide papier, on va dire le guide tablette. Et ça m'intéressait de comparer les deux livres. Alors comme j'ai dit, attention, ce n'est pas... la thématique, c'est le voyage dans le monde, c'est d'explorer tous les pays du monde, mais leur vision n'est pas la même chose. Okay, alors 10 000 endroits à voir avant de mourir, c'est la Bible du voyageur pour visiter tout et n'importe quoi, et puis surtout pour guider les gens qui ont besoin d'idées en voyage, avec quelques conseils de logement et autres. Atlas Obscura, c'est juste aller chercher les trucs un peu chelous dans le monde, quand on a un petit peu de temps, ou quand on a envie de visiter des choses un petit peu plus particulières. Voilà, donc déjà le point de vue n'est pas le même, mais je voulais en fait comparer les deux à mon style de voyage. Maintenant, je suis désolée, je parle beaucoup. Je fais une petite pause café parce que un peu déshydratée. En parlant de ça, est-ce que je vous parlais de la Sibérie? Voilà, petit souvenir de Vladivostok que je n'avais pas l'intention d'acheter puisque je n'avais jamais compris l'attrait des tumblers. Sauf que j'ai fait le transsibérien, mais j'ai fait le transsibérien 3e classe avec les pauvres et les locaux, hein, pas fait le truc qui ressemble à l'Orient Express. Et je savais que on pouvait difficilement sortir pour acheter ou à manger ou quoi que ce soit. Donc je m'étais prévu plein de nouilles déshydratées et de soupe en poudre, hein, comme tout le monde. On voyage un petit peu comme ça parce que dans le transsibérien, il y a toujours de l'eau chaude. Sauf que, juste avant de monter dans le train, j'ai réalisé qu'il n'y a que de l'eau chaude dans le train, de l'eau bouillante, hein, clairement. Sauf que du coup, si je voulais faire mes soupes ou même juste boire, j'avais pas de récipient. Et donc, j'ai dû investir dans ce truc-là. Sur le coup, ça m'a un peu fait chier parce que c'était un petit peu cher quand même pour le pays. Et puis finalement, je m'en sers sans arrêt. Voilà, alors je m'en suis servi dans le train là-bas, mais je m'en sers sans arrêt à la maison. Et puis en fait, on s'en fout. Pourquoi je vous raconte ça? Bon, c'est pas grave, voilà. On parle de voyage. Et je parle de mon Tumblr de Vladivostok. Voilà, tout simplement. Alors, repartons sur nos idées de voyage. Alors, d'abord, il faut quand même que je vous décrive un minimum mon style de voyage. Voilà. Parce que, en fait, vous allez voir très vite qu'un guide m'a convenu et pas l'autre, mais c'est à cause de mon style de voyage, je pense. Je suis quelqu'un qui adore voyager, quel que soit le niveau de confort. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent toujours « Oh, mais comment tu fais pour bouger autant pour... Je fais du voyage du pauvre, c'est-à-dire qu'avec pas grand-chose, je m'accommode. Dans des pays qui sont un petit peu chers, je vais pas manger dehors, je vais aller au supermarché et puis je vais me faire des pâtes ou des conneries comme ça. Et de temps en temps, quand même, bien entendu, je prends des choses locales, mais au supermarché, on en trouve aussi, hein, l'air de rien. Je vais quasiment toujours en auberge de jeunesse, donc il y a des gens, c'est pas leur truc, hein, mais une auberge de jeunesse, c'est vrai que vous devez partager une chambre avec des personnes que vous ne connaissez pas, c'est comme ça, hein. Et puis voilà, et très sincèrement, ce type de voyage me convient très bien. Alors maintenant, bien entendu, avec la vie, on change de travail, on a aussi nos moyens financiers qui évoluent un minimum, mais même dans des pays où je pourrais me permettre un petit peu plus, je me rends compte que c'est un style qui me convient parfaitement. Dans une auberge de jeunesse, on n'est jamais tout seul.
c'est vraiment cher. C'est vraiment cher. Non, c'est le contraire, c'est vraiment pas cher, justement. Et puis surtout, il y a une chose, les gens ont toujours peur de dormir en fait dans des endroits avec des inconnus. Sauf que quand vous êtes dans une pièce et qu'il y a plein d'inconnus dans la même pièce, quelqu'un qui veut ou agresser ou piquer ou quoi que ce soit, c'est difficile. Justement parce qu'il y a plein de personnes autour, il y a plein de témoins, et l'air de rien, ça, je trouve que ça sécurise beaucoup plus. Bref, je vais aussi dans des destinations en règle générale qui ne sont pas chères. Après, comme je l'ai dit, dans la vie, on peut avoir des moyens financiers qui évoluent. Moi, ça a été mon cas, et du coup, j'ai pu me permettre d'aller dans des pays dont le niveau de vie est un petit peu plus élevé, tout simplement. Par contre, ma façon de voyager change difficilement. Les transports, je parlais de l'Orient Express, du Transsibérien. J'aimerais bien l'Orient Express, mais ça, c'est pas pour tout de suite, hein, on va voir. Mais effectivement, je prends des transports locaux. C'est-à-dire que je voyage avec les gens comme les gens le font pour aller au boulot ou ce genre de choses. Voilà, par exemple en Birmanie, il y a très très peu de touristes. Le peu de touristes qu'il y a, apparemment ils prennent toujours des taxis, puisque plusieurs fois il y a des locaux qui sont venus me voir pour me demander pourquoi je prenais les transports avec les gens qui habitaient là. Parce que les transports sur place, c'est une camionnette et puis il faut s'accrocher au truc dehors quand c'est plein. Enfin, c'est un petit peu le bordel, mais en même temps, je trouve ça vachement intéressant aussi de comprendre comment ils vivent, de le partager, etc. Donc voilà, juste pour vous dire que selon le style de voyage, attention, mes critiques ne sont pas forcément fondées. Elles me sont personnelles. Voilà, c'est à cause de mon style de faire les choses, et il y a des gens par exemple qui disent beaucoup « Ah, je rêve de voyager, je rêve de... » mais qui ne veulent pas dormir avec d'autres personnes, qui ne veulent pas avoir autre chose qu'une chambre d'hôtel, qui ne veulent pas aller s'enquiquiner, aller dans des machins qui tiennent pas là pour s'accrocher au transport, c'est... Voilà, et je le comprends, on est tous différents, on a tous des façons de voyager différentes, mais mon opinion sur quelque chose qui traite de voyage va forcément se baser sur mes goûts et ma propre expérience. Voilà, c'est logique. Donc du coup, mes critiques, moi, les choses qui ne vont pas me plaire, vont peut-être vous plaire à vous, justement parce que vous avez un style différent. Au final, je pense que j'aurais beaucoup plus parlé de style de voyage et de choses comme ça que des ouvrages en eux-mêmes. Tout simplement parce que mon opinion, je peux vous la donner tout de suite. Voilà. Alors, le 1000 endroits à voir avant de mourir ne m'a pas convenu du tout. Du tout. Alors, pourquoi il ne m'a pas convenu? Premièrement, parce que c'est très très déséquilibré au niveau des destinations. Alors au début je me suis dit, puisque tout le monde parle de cette autrice effectivement dans les trucs de voyage, je me suis dit mais c'est peut-être pour elle les endroits qu'elle a visités et qu'elle nous conseille. Donc ça ferait 1000 endroits à voir dans le monde qu'elle a vu, qu'elle a adoré, des choses comme ça. Donc ça dépendrait peut-être de son expérience personnelle. Sauf que une fois que j'ai eu le livre en main, j'ai lu l'introduction et en fait non, elle a payé une équipe, donc elle a plusieurs personnes qui ont travaillé avec elle pour les envoyer dans diverses destinations pour justement prendre des notes et prendre des idées, etc. Donc je ne comprends pas ce déséquilibre. Voilà. Pour vous donner un simple exemple, je ne me rappelle plus du nombre de pages exactes, est-ce que je l'ai noté, je ne sais plus, mais par exemple pour Paris qui est hyper touristique et hyper forcément il y a un certain nombre de choses qui sera écrites, sauf que je ne comprends pas pourquoi Paris fait plus d'une 50aine de pages et un pays comme la Tunisie, pour le pays entier, il y a 3 pages. Voilà. Moi, si j'ai un guide dans les mains qui veut me donner des idées pour plein d'endroits à aller dans le monde, alors bien entendu, il y aura les endroits touristiques, sauf que justement, c'est tellement touristique que tout le monde sait plus ou moins un certain nombre de choses à visiter. Donc, pour moi, ça ressasse. Voilà, ça ressasse. Et puis, un pays comme la Tunisie, par exemple, où c'est quand même un minimum touristique, donc du coup en tout cas en tant que Français on sait un minimum qu'il y a beaucoup de choses à visiter, que ce soit Tunis, que ce soit Carthage, enfin il y a pas mal de monuments, culturellement parlant il y a beaucoup de choses à faire. Comment ça peut tenir en 3 pages? En sachant que ça je l'ai vu sur beaucoup de destinations, je reviendrai un petit peu plus en profondeur sur les quelques-unes justement qui me concernent moi. Il fut un temps quand je voyageais, bon maintenant je suis plus en France donc forcément c'est pas pareil, mais j'achetais toujours le guide du routard. Et j'utilisais rarement par contre les conseils resto et les conseils hôtel. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit ça dépend comment je voyage, mais ce que j'aimais bien chez le routard c'est qu'il y avait de pas cher à très cher. Voilà, il y avait un petit peu de chaque. Sauf que là déjà il n'y a que
du cher à très cher. En tout cas, moi, de mon point de vue, hein, attention. Voilà, c'est très souvent des chambres d'hôtel qui coûtent 200-300 euros. Je suis désolée, moi personnellement, jamais je foutrais cette somme dans un hôtel, sauf si un jour je veux vraiment me payer un truc de luxe, genre pour une nuit, juste pour voir à quoi ça ressemble, mais ça serait une expérience d'une fois. Mais passer toutes mes vacances dans un truc comme ça, non, enfin pour moi c'est un gaspillage. Attention, n'oubliez pas que c'est mon opinion, hein. Après chacun fait ce qu'il veut, voilà. Je le répéterai plus parce que voilà, c'est moi ma façon de voir les choses. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un gaspillage monstrueux parce que avec 200 ou 300 euros par nuit, vous vous rendez compte quand même de ce que cet argent pourrait vous apporter, pas forcément dans votre vie de tous les jours, mais je dis même pour des vacances, toutes les activités, tous les trucs que vous pouvez vous payer avec cette somme-là. Après, j'ai envie de dire, j'imagine que les gens qui payent un hôtel à ce prix-là, bah, ils en ont au moins autant pour les activités, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui économisent un max en se disant que pour passer des bonnes vacances, il faut ça. Et très sincèrement, vous pouvez avoir des établissements, pas de luxe, mais vraiment hyper bien pour bien moins que ça. Et justement, comme moi, pour trouver des affaires sympas et tout, alors par contre, c'est vrai que ma façon de voyager implique beaucoup de temps de préparation pour justement trouver des choses sympas, même si c'est pas cher, etc. Mais je vous assure que pour la moitié du prix, je vous trouve des choses qui sont presque aussi bien. Mais vraiment. Bref, les propositions vont jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Donc, en sachant qu'il y a de 2 à 3 propositions par ville ou pays, selon le nombre de pages, ça fait pas beaucoup de propositions. Donc, et je sais que beaucoup se basent sur ce bouquin, en tout cas dans les forums et les pages Facebook, justement aussi pour les logements et les restaurants. Les restaurants, c'est le même business, hein. Sauf que, je vous donne un exemple con, quand on va au Vietnam et qu'on veut manger de la bouffe locale, pourquoi payer un resto 500 euros? Voilà. Surtout quand on veut découvrir le pays, il n'y a strictement pas besoin d'aller se payer un resto pareil, alors que, bah, forcément, vous pouvez bouffer pour 2 euros dans un pays comme le Vietnam, mais si vous voulez vous payer un truc un petit peu plus sympa, un petit peu plus... Franchement, avec 15 euros, vous faites un méga bon resto avec de la bouffe locale, hein. Mais vraiment méga bon, genre, vous sortez de table comme ça. Donc, j'ai un petit peu de mal avec ce concept. Après, comme je disais, moi j'ai acheté le routard. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéressait beaucoup dans ce guide, en dehors des conseils un petit peu plus, on va dire avec un éventail un petit peu plus large de tarifs, c'était surtout les explications historiques, les explications du pays, de la ville, de chaque monument. Et ça, ce sont des choses qui ne vieillissent pas. C'est-à-dire que, excusez-moi, forcément le petit bégayage de service, c'est-à-dire que si j'achète un guide et que je l'utilise 5 ans après, il n'y a pas de souci parce que il y a toujours les explications qui sont historiques, qui sont au niveau de la société, de ce type de choses, c'est-à-dire que ça ne va pas changer, donc c'était très intéressant. Et dans ce guide-là, c'est quelque chose qui, je trouve, manque cruellement. C'est bien d'avoir des conseils hôtels, des conseils restaurants et des conseils de 2-3 trucs dans lesquels se balader, mais c'est bien aussi quand même de comprendre un petit peu où on est. C'est-à-dire que s'il y a très très peu d'explications sur le bâtiment, le monument, c'est très difficile aussi d'appréhender la culture. Voilà. Donc pour moi, il y avait trop de conseils, argent à dépenser, et pas assez de découverte du pays, de découverte de l'histoire, de découverte de l'art. Or, pour moi, quand on voyage, ça fait quand même partie du truc. Alors, je sais très bien aussi qu'il y a des gens qui aiment bien aller en voyage juste pour rester dans un all-inclusive, là, je sais pas trop comment on appelle ça, c'est-à-dire que tout est payé, tous les repas, tous les machins, donc vous n'avez pas besoin de chercher tout ce genre de choses. Et il y a des gens comme ça qui restent dans leur lieu de vacances sans vraiment sortir en dehors des trucs guidés par l'hôtel. Mais du coup, ces gens-là, ils n'ont pas besoin non plus de ce genre de guide, puisque tout est planifié, tout est déjà inclus dans leur package en fait. Donc ils n'ont pas besoin de ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai un petit peu de mal à comprendre comment on peut utiliser ce guide de façon constructive. Voilà, tout simplement. En tout cas pour quelqu'un qui voyage comme moi. Atlas Obscura, de toute façon, comme vous en doutez, bien entendu, je l'ai aimé puisqu'il reprend la majorité des endroits qui sont déjà sur le site, avec plus de détails par contre, plus de détails historiques, plus de détails, et franchement, il y a des choses très très sympas à visiter, et du coup, je pense que je vais vous donner quelques petits exemples de l'un comme de l'autre pour justement vous donner une idée de ce que ces guides peuvent vous donner
présenter. Voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire, j'arrive pas à trouver le mot. Il est là, mais il est coincé. Voilà. Alors, on va commencer avec 10 000 plats à savoir avant de mourir. Alors, en ce qui concerne, par exemple, des pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Japon, qui sont déjà ultra touristiques, alors bien entendu, le bouquin est plutôt bien documenté, même si, comme j'ai dit, ça manque beaucoup d'informations historiques, culturelles, sociétales, ce type de choses. Mais par contre, bon, c'est vrai qu'il cite à peu près tous les monuments connus, toutes les choses à visiter. Mais bon, en même temps, ce sont des endroits très connus un peu par tout le monde, donc c'est assez facile. C'est pour ça, en fait, que ça m'étonne un petit peu qu'à partir du moment où on a une équipe, on n'essaie pas d'explorer, surtout quand ça fait partie de la liste dans le bouquin, mais qu'on ne décide pas d'explorer un peu plus en profondeur, justement, les endroits un peu moins connus. Bref. Donc, autre chose aussi que j'ai oublié de préciser, parce que maintenant que je l'ai devant moi, je me rappelle, c'est l'ordre dans lequel c'est fait. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de chapitre, on change de pays et de ville et en fait juste avec une ligne entre les deux, et donc du coup des fois on passe les pages sans savoir en fait devant quoi on est. Voilà, alors c'est au niveau ergonomique, on va dire, c'est pas tip top, parce que on n'arrête pas de tourner les pages, après on revient, on se dit mais merde, je suis dans quelle partie du continent, dans quel pays, enfin c'est... Voilà, là par exemple, la Russie commence avec la péninsule du Kamtchatka. Alors je suis étonnée parce qu'effectivement le Kamtchatka c'est un endroit pas facilement accessible, etc. Sauf qu'il y a ça là-dessus et pour y accéder, vous pouvez faire une excursion de 10 jours à plus de 3 000 $. Voilà, ça se résume à ça en fait. Voilà. Tout de suite après le Kamtchatka, qu'est-ce qu'on a? Le théâtre du Bolchoï. Alors oui, le théâtre du Bolchoï, c'est sympa. En plus, si on se débrouille bien, on peut avoir des tickets pour pas cher. Toujours bon à savoir. Bon, après, il faut réussir à se dépatouiller un peu en russe et aller... vous savez, parce qu'il y a des personnes âgées dans la rue qui vendent des tickets. Mais tout ça pour dire que, comment est-ce qu'on peut passer du Kamtchatka, c'est-à-dire une région, au théâtre du Bolchoï, qui est un endroit précis à Moscou. Voilà. Donc, je trouve que, comme je disais, au niveau pratique, pour rechercher une information selon où vous êtes dans le pays, sincèrement, c'est pas pratique du tout. Personnellement, j'ai du mal avec ça. Bref. Alors après, justement, pour une ville comme Moscou, où je suis allée pas mal de fois, ça reste vraiment que sur les choses principales, c'est-à-dire la galerie Tretiakov, la place rouge, et puis peut-être un truc de plus, et voilà, c'est tout. Alors que, sincèrement, il y a des tonnes de choses à voir. Bon, bien entendu, on est d'accord, il n'y a pas autant qu'à Saint-Pétersbourg, mais enfin, quand même, à Moscou, il y a plein de choses à voir, et sans forcément ne rester que sur le Kremlin, ou ce type de choses, où effectivement, je veux dire, dès qu'on va mettre les pieds à Moscou, ça va être le numéro 1 qu'on va visiter. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut s'attarder si on veut donner des conseils de voyage aux gens, justement. Et puis ensuite, effectivement, ça part sur les destinations habituelles en Russie, donc c'est-à-dire tout ce qui est sur le cercle d'or, et qui sont en règle générale sur aussi le trajet du transsibérien, puisque c'est quand même quelque chose que les gens font en règle générale. Justement, en revenir sur le transsibérien, donc comme ça, il n'y a que ça que je vous dirai effectivement sur la Russie, puisque je pense que c'est quand même un aspect, justement, on peut voir la différence entre ce qu'on peut faire et ce que ce guide propose. Il faut savoir que, bien entendu, se base sur l'ensemble du transsibérien, c'est-à-dire que le transsibérien part de Moscou et va jusqu'à Vladivostok. Après, il y a une autre branche, en fait, qui descend sur la Mongolie, à Oulan-Bator, et qui va jusqu'à Pékin. Donc tout dépend de la ligne qu'on prend, mais on va dire que sur l'ensemble, c'est à peu près la même distance. Voilà. Donc il faut savoir que je suis retournée chercher mes tickets de quand j'ai acheté mes billets. Alors bien entendu, moi je n'ai fait qu'une partie, hein. Mais j'en ai fait, j'aurais voulu faire la totalité, mais j'avais pas le temps, j'en ai fait à peu près la moitié. Voilà. La totalité pour aller de Moscou jusqu'à Vladivostok, c'est une semaine. Et moi, j'ai fait 3 jours. C'est-à-dire que j'ai fait Vladivostok, Ulan-Ude. Je suis restée une nuit à Ulan-Ude. Et ensuite, j'ai fait Ulan-Ude, Irkoutsk. Et je suis retournée chercher mes billets pour pouvoir vous donner le prix que moi j'ai payé. Donc, comme je dis, c'est à peu près la moitié. Donc, forcément, il va y avoir une différence de tarif, hein. Mais, donc ici, sur ce guide, on vous dit que pour faire le trajet de Moscou à Pékin, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Vladivostok et Pékin, hein, c'est à partir
de, donc il donne soi-disant le tarif le moins cher à partir de 1175 $. Donc il faut savoir qu'entre le dollar et l'euro, il n'y a pas trop de différence. Donc pour savoir combien ça fait en euros, il faut... ouais, ça doit être à peu près 1000 €. Voilà. Donc sur l'ensemble du truc, c'est à peu près 1000 € pour la totalité du trajet. En ce qui me concerne, donc pour la moitié, pour entre Vladivostok et Irkoutsk, ça m'a coûté... Alors, je pense que je vais couper 2 minutes parce que je vais aller rechercher mon email. Voilà, alors j'ai enfin retrouvé mes emails. Alors, mon trajet de Vladivostok à Ulan-Ude m'a coûté 5462 roubles, ce qui fait à peu près 60 €. Ok. Et ensuite, la partie Ulan-Ude Irkoutsk m'a coûté 1421 roubles, ce qui fait à peu près 27 €. Donc, on va dire en arrondissant, 60 plus 27, on va dire ça fait 90 € pour la moitié du trajet. C'est-à-dire que si j'avais fait la totalité, bon, c'est peut-être un petit peu plus long, mais vraiment en rajoutant, on va dire en grossissant sur la totalité, en tout cas, moi j'aurais payé à peu près 250 € en tout. Voilà, maximum. Je pense que ça aurait plus tourné autour des 200 €, mais voilà, histoire de, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des petites choses à droite, à gauche, donc c'est à peu près 250 €, voilà. Après, comme j'ai dit, moi j'ai pris en catégorie les Russes qui utilisent les transports pour aller de ville en ville à cause de leur travail, etc. C'est ça qu'ils prennent, donc forcément ça ne peut pas coûter trop cher. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans un guide, on mette à partir de, qui doit donc normalement donner le tarif le plus bas, et à partir de, c'est 1000 €. C'est 4 fois plus quand même. Voilà. Ils auraient dû dire peut-être de tel tarif à tel tarif, en prenant le minimum, le maximum, en sachant que les gens après, ils vont choisir le type de confort qu'ils veulent en priorité. Voilà, mais ça après, c'est à chacun de choisir. Voilà. Mais pour moi, un guide, s'il donne une idée de tarif, il doit donner une idée de tarif réel. Et donc justement, comme je disais, après le transsibérien, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que justement les villes comme Vladivostok, comme Irkoutsk, qui sont quand même visitées à cause du transsibérien, il n'y a absolument rien sur ces villes-là. Voilà. Donc c'est un petit peu limité. Donc ça, on va dire que c'était pour la Russie. Et j'ai décidé aussi de prendre comme autre exemple un autre endroit où je suis déjà allée. C'est en Écosse, et plus particulièrement les Hébrides, puisque j'étais très étonnée quand j'ai vu que les Hébrides faisaient partie justement des quelques pages sur l'Écosse. Donc je me suis dit, ah tiens, elle parle quand même d'un endroit assez original. On va bien voir qu'est-ce qu'elle va en dire. Alors, je suis allée en Écosse pour faire des fouilles archéologiques du côté d'Inverness. Donc c'est tout au nord de l'Écosse. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, c'est magnifique, mais vraiment. Et j'étais restée quelques jours en plus après justement avoir travaillé là-bas pour pouvoir parcourir un petit peu le nord de l'Écosse. Et justement, non, en fait, c'était pas prévu. Je voulais aller à l'île de Skye, sauf qu'il y avait pas mal de touristes au moment où j'y suis allée. Et du coup, ça m'a pas... j'ai dit non. Je traverse Skye, je continue et du coup je suis allée dans les Hébrides. Les Hébrides qui sont très très peu touristiques et qui sont absolument incroyables. Voilà, tout est vert, c'est absolument magnifique. En plus il fait frais, donc moi ça me va très bien. Et ils ont des animaux franchement super mignons, entre les vaches poilues, les moutons avec la tête noire, et ça se balade partout puisque tout le monde s'en fout quoi, hein. Y a très très peu, les petites villes elles font une rue, c'est un minimum sauvage, mais qu'est-ce que c'est beau, il y a des plages partout, le sable on dirait de l'or, l'eau on se croirait dans les Caraïbes, et puis vous avez des vaches qui ressemblent à des mammouths, parce qu'il fait froid quoi, qui passent, voilà, sincèrement c'est absolument magnifique. Bref, revenons-en au bouquin. Donc les Hébrides, c'est bien simple, il y a une page. Pourquoi pas, hein, c'est pas un endroit hyper connu, bon, même si comme je dis, s'ils y vont, ça serait bien justement d'élargir un petit peu, mais bon, tant pis, déjà elle en parle, c'est bien. Les Hébrides, donc, sur cette page-là, les 3/4 de l'explication, en fait, ne parlent même pas de l'île, mais d'un bar, effectivement, où, soi-disant, il faut y aller parce que c'est très très bien, c'est très bon, et puis c'est très local. Bon, je veux bien croire, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut faire une page sur l'ensemble des îles des Hébrides en parlant d'un bar? Voilà. Moi, c'est ce genre de choses que je comprends pas très bien. Voilà, bref. Donc, qu'est-ce qu'elle conseille pour les Hébrides? Alors, pour une fois, effectivement... Ah non, je vous ai dit une connerie. J'allais dire, pour une fois, il y a un hôtel pas trop cher à 90 €. Non, c'est le restaurant qui est à 90 €. L'hôtel qu'elle propose est à 320 € la nuit.
Et par contre, donc d'après ce qu'elle dit, c'est beaucoup plus facile pour mieux explorer les îles de prendre une croisière, bien entendu, hein, qui fait 3 200 $. Voilà. Donc au final, on en revient toujours aux mêmes choses que je vous expliquais, hein. C'est pour ça que je vous donne juste des exemples concrets pour que vous voyez un petit peu pourquoi j'ai cette idée-là. Mais globalement, ça revient à ce que j'expliquais au début. Voilà, je pouvais juste pas juste expliquer ça sans vous donner au moins quelques exemples pour que vous compreniez. Donc après les Hébrides et après donc le froid sibérien, là j'ai décidé de jeter un œil à un pays que je voulais visiter en fait. Je commençais à... En fait, c'était celui que je prévoyais avant de déménager au Japon, puisque le Japon se fait un petit peu à l'arrache, hein, et que du coup j'ai pas fait, c'est l'Iran. Voilà. Alors c'est un pays où j'ai envie d'aller depuis très longtemps. D'autant plus que j'ai croisé pas mal de voyageuses solo, enfin quand je dis pas mal, hein, encore une fois tout est relatif, hein, mais et apparemment c'est un pays qui est très sûr justement pour voyager, ils font très attention aux touristes justement parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de problème, bon le problème c'est leur gouvernement, et malheureusement ben, de la façon avec laquelle ils oppressent les gens qui vivent là-bas, mais en tant que touriste apparemment il n'y a absolument pas de soucis. Après c'est comme d'habitude, faut pas faire n'importe quoi non plus, mais ça c'est normal, hein. Voilà, après ça c'est juste du bon sens, voilà. Mais donc je voulais absolument y aller et donc je me suis dit, eh ben je vais regarder qu'est-ce qu'elle propose quand même, puisqu'il y a quand même quelques personnes qui vont en Iran et que ça fait partie des pays donc qui sont dans ce guide. Ça veut dire qu'elle a envoyé des gens jeter un œil pour revenir avec des idées. Voilà. L'Iran fait 2 pages. Donc si je veux avoir des idées pour voyager dans ce pays, bah c'est un petit peu limité. Alors que si je prends un guide, bah c'est bien pour ça. Après vous me direz, bah t'as qu'à acheter un guide juste sur l'Iran. Bah bien sûr, forcément. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que quand on voit les différences de proportions entre des endroits comme Paris et la France, où il y a déjà tellement de guides, tellement de choses, puis même il suffit de chercher sur internet, il y a déjà tellement d'infos. Et puis sur d'autres pays qui gagnent à être découverts, et où finalement on sait tellement peu que bah, ça pousse pas non plus les gens à aller les découvrir, justement. Parce qu'on n'en sait pas grand chose et quand on ne connaît pas bien, bah, ça fait toujours un petit peu peur. Surtout des gens qui n'ont pas trop l'habitude de voyager. Si un endroit où ils connaissent pas, ils en ont pas trop entendu parler, ils vont se dire il y a peut-être une bonne raison, quoi. Alors que bah, pas forcément. Pas forcément, voilà. Pour moi, l'Iran, c'est vrai que j'avais l'intérêt d'y aller, mais après avoir parlé avec beaucoup de voyageuses, hein, femmes, hein, solo, et avoir appris pas mal de choses sur le pays, non, en fait, il y a aucun souci, quoi, hein. Après, bon, il y a des petits détails auxquels il faut se plier. Bah, si on va dans ce genre de pays, c'est normal. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais ça n'empêche absolument en rien de visiter plein de régions du pays. Il n'y a pas grand chose qui est fermé, il y a pas. Enfin voilà quoi. Donc c'est dommage de passer à côté. Alors, l'Iran. Alors en fait, l'Iran c'est bien simple. J'ai bêtement oublié de noter la page. Et comme je vous ai dit, comme c'est super dur de retrouver ce qu'on cherche là-dedans, même un pays, je suis en train de scroller sans fin là parce que je n'arrive pas à le retrouver. Parce que là je suis en Afrique. Alors, 3 plombes après, je n'ai toujours pas retrouvé l'Iran, en sachant que j'ai scrollé sur toute l'Afrique et que de l'Afrique on passe à l'Asie, mais l'Asie côté Chine puis Japon et ensuite apparemment on revient. Bref, donc au final je vais pas m'attarder là-dessus, voilà, parce qu'on va pas y passer la journée. Par contre, juste pour vous dire, oui, le manque de pratique, et je pense que même quand on a le livre papier, parce qu'en fait c'est pas non plus juste le fait de scroller pour retrouver une page, c'est le fait que l'ordre n'a aucun sens. Même l'ordre des pays, je veux dire, on pourrait à ce moment-là se dire, eh bien si ça se déroule géographiquement, on peut à peu près savoir quel pays va être l'un après l'autre. Bah non. Est-ce que c'est géographique? Bah non. Est-ce que c'est alphabétique? Bah non. Voilà. Donc, finalement, j'aurais beaucoup parlé de ce bouquin-là en particulier. Juste pour dire que moi, en tout cas, ça ne me convient absolument pas. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Alors maintenant, on va passer à Atlas Obscura, où je vais essayer de ne pas m'attarder autant. Heureusement que cette vidéo devait être la plus courte du Cold Winter Challenge. À chaque fois que je dis un truc comme ça, c'est toujours l'opposé qui se passe. Bref. Alors donc maintenant parlons d'Atlas Obscura. Alors effectivement, comme du coup ça n'est absolument pas présenté de la même façon, je ne peux pas du tout revenir sur qu'est-ce qu'il y a à visiter ou non, puisque là ce sont les endroits un petit peu moins connus, un petit peu plus originaux. Je reprends quand même les mêmes destinations juste pour vous donner quelques exemples de ce qu'ils peuvent proposer justement dans cet ouvrage. Et comme je l'ai dit, attention aussi sur le site internet qui lui est gratuit. En plus, vous avez une fonction un petit peu comme sur Google Maps, c'est-à-dire que vous vous approchez et vous avez des points où vous avez justement des endroits particuliers à visiter. N'hésitez pas à le faire pour tout ce qu'il y a autour de chez vous, ou même si vous allez quelque part qui n'est pas forcément loin. En plus,
souvent ils proposent des endroits qui sont gratuits, hein. Donc c'est aussi très intéressant. Alors, eh bien par exemple pour l'Écosse, ils proposent bien entendu Mary King's Close, qui est très connu puisque effectivement c'était au moment de la peste en fait. Dans cette rue-là, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, il y a eu pas mal de crimes, enfin il y a eu pas mal de... ça j'avais eu l'occasion de visiter parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi des étudiants et il me semble des comédiens aussi, qui font des visites nocturnes gratuites, justement à Mary King's Close et puis dans certaines zones un petit peu cachées, souterraines d'Édimbourg, ou également dans le cimetière d'Édimbourg, je me rappelle plus du nom. Je crois que c'est Highgate. Ouais, je crois que c'est... Non, Highgate, c'est à Londres. Bref, le cimetière principal d'Édimbourg et qui vous font même rentrer dans certaines tombes anciennes, etc. De nuit, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Et qui sont gratuites. Voilà. Donc, également, parmi les choses qu'ils vous proposent, il y a le pont des chiens qui se suicident. Puisqu'effectivement, ça, j'en avais entendu parler aussi de cette histoire. Il y a un pont en Écosse, effectivement, où les chiens ont tendance à se jeter par-dessus bord. Il y a eu pas mal de chiens qui sont morts comme ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et donc, effectivement, c'est ça. Maintenant, tout le monde l'appelle le pont des chiens suicidés. Voilà. Sinon, toujours en Écosse, il y a le jardin de la spéculation cosmique. Franchement, voilà, il y a des trucs comme ça, j'aurais du mal à retenir toutes les choses, mais il y a vraiment des choses super originales. C'est un jardin, effectivement, où, en fait, ils ont donné des formes géométriques au terrain, aux endroits avec de l'eau. Enfin, c'est, j'imagine, pour de la méditation. Et c'est un jardin qui, vraisemblablement, est gratuit, voilà. Je vous dis, il y a pas mal de choses gratuites, en fait, chez eux. Donc ça, c'est super intéressant. Sinon, je vais essayer de vous retrouver la Russie. Juste pour voir, effectivement, qu'est-ce qu'ils proposent au niveau de la Russie. Ah mais attendez, en fait, je peux aussi tout aussi bien citer la France, justement. Alors en France, apparemment, en Lorraine, il y a le corps pourrissant de René de Chalon à Bar-le-Duc, que je ne connaissais pas, qui est une sculpture, effectivement, d'un squelette, mais qui a encore une partie des chairs sur lui. C'est effectivement très original, ce n'est pas quelque chose que je connaisse très bien. Alors, dans ce guide-là, en général, les explications sont courtes, mais elles sont suffisantes en fait pour savoir de quoi il s'agit, pourquoi, comment, par qui ça a été fait. Et puis après, effectivement, vous pouvez aller chercher plus de détails si besoin. Il y a également l'horloge astronomique de la cathédrale de Besançon. Donc j'imagine s'il y a des gens qui viennent de cette zone-là, qui connaissent. Là, je vois juste la photo, c'est super beau. Mais je ne connais pas du tout, voilà. Donc juste pour vous dire, en fait, ce guide est très bien aussi pour même les choses qui sont à côté de vous. Parce que vous pouvez dégoter plein de petites choses comme ça que vous ne connaissez pas forcément. Musée de la chasse et de la nature, bon ça c'est un truc qui me botte un peu moins. Et il y a le musée de la taxidermie à Paris. Alors, pourtant Dieu sait que j'en connais des musées à Paris, surtout que j'ai bossé dans le tourisme pendant des années. Mais celui-là je ne le connaissais pas. Voilà, il y a un musée de la taxidermie. Il y a le musée des plans en relief, ça j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais visité. Bref, donc il y a pas mal de choses. Même vous voyez à Paris que je connais limite par cœur. La petite ceinture à Paris, effectivement, ça je le connais parce que je m'intéressais à l'urbex. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que les gens connaissent. Et en fait, la petite ceinture à Paris, ce sont les anciens rails qui faisaient le tour de Paris et que maintenant on peut visiter puisqu'il y a pas mal d'arbres qui ont été plantés. Donc il y a une partie qui peut se faire au-dessus et l'autre qui peut se faire au-dessous. C'est une jolie promenade, même s'il y a des zones qu'il faut un petit peu éviter parce que c'est un peu craignos. Mais si on se renseigne un petit peu, en fait, on peut savoir quelles parties on peut faire qui sont assez sympas. Franchement, c'est... Voilà. Donc du coup, maintenant, je vais essayer de vous chercher la Russie et l'Iran vite fait. Et puis comme ça, on en aura terminé avec l'ensemble. Je pense même que je vais le préciser en intro, là, sur les notes. Quand je commence à parler voyage, je m'emballe vachement. Donc je suis désolée. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on commence à parler de visiter des trucs, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez, même pour Paris. En même temps, le jour où vous me croisez, si vous ne savez pas de quoi parler, hein, voilà. Le sujet tout trouvé. C'est comme appuyer sur le bouton play et c'est bon. Alors donc voilà, par exemple pour la Russie, Saint-Pétersbourg, il n'y a qu'une seule chose, mais qui est très intéressante. Bah, c'est con, j'ai pas regardé quand j'y étais allée, mais c'est vrai que... donc ça s'appelle le Kunstkamera, c'est-à-dire que c'est une pièce dans laquelle Peter... Désolée, c'est parce que j'ai la version en anglais. Pierre le Grand, en fait, collectionnait toutes sortes de choses, puisque Pierre le Grand était très intéressé par tout ce qui était scientifique, les découvertes, etc. Et donc, il a
plusieurs parties, en fait plusieurs parties du corps humain enfin exposées, mais il a aussi beaucoup d'instruments scientifiques, de choses comme ça, et donc en fait c'est à l'université de Saint-Pétersbourg et ça peut se visiter, vous voyez, je savais pas. Autre chose aussi justement en Sibérie, bon là c'est un petit peu plus compliqué en fait, de réussir à rejoindre ce coin-là, mais vous avez l'épicentre de l'événement de Tunguska. Voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on trouve dans ce bouquin avec ce site. Pour ceux qui ne connaissent pas Tunguska, normalement si vous avez regardé X-Files et plein de choses comme ça, vous avez dû en entendre parler. À Tunguska en 1904 ou 1906 ou 1908, je sais que c'était un nombre pair, je crois que c'est 1908, pardon. Il y a eu un truc qui s'est passé, on ne sait pas quoi. Soit une explosion, soit quelque chose qui est tombé de l'espace, mais ça a été une détonation telle en fait que ça a tout détruit, y compris les arbres, sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Et c'est un événement apparemment qui a eu un impact énorme sur beaucoup de choses, sauf que on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. D'où le fait très certainement que c'est quelque chose qui est repris dans certaines histoires de science-fiction, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi, hein. Une comète, une météorite, un extraterrestre, du méthane, que sais-je, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Sauf que donc justement, voilà, cet endroit est également marqué, c'est-à-dire qu'en fait on peut aller visiter l'endroit de l'épicentre, chose que je ne savais pas. Et il y en a même qui pensent effectivement que ça aurait peut-être été provoqué par l'une des inventions de Nikola Tesla. Donc voilà, il y a beaucoup d'idées autour de ça, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir aller à l'endroit où ça s'est passé. Voilà. Sinon, vous avez aussi une collection, on va dire, de listes dans ce guide, comme par exemple les endroits les plus profonds du monde. Bon, avec bien entendu la fosse des Mariannes, ce type de choses, mais il y a aussi le lac le plus profond, le canyon le plus profond, la grotte la plus profonde, le trou le plus profond, la mine la plus profonde, la mine ouverte la plus profonde, le tunnel ferroviaire le plus profond, enfin c'est vraiment, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Moi je trouve ça super intéressant parce que même si on n'a pas l'occasion d'y aller, je trouve justement que ce type d'endroits originaux renseigne beaucoup aussi sur des choses qui sont passées à certaines époques, des choses effectivement où on ne pensait pas forcément que ça avait laissé de traces, ou tout simplement quelques farfelus aussi qui ont fait des collections un petit peu bizarres. Enfin il y a plein de choses comme ça, moi je trouve absolument passionnantes. Alors on va terminer avec ce livre, avec le Japon bien entendu. Alors il faut savoir que pour ici je m'en suis déjà pas mal servi puisque j'ai visité plusieurs endroits grâce à ça. Et alors parmi les choses effectivement qu'il cite que je n'ai pas forcément visité, mais effectivement des idées de petites choses à faire, vous avez par exemple un temple dédié aux insectes. Je ne savais pas. Vous avez également un musée parasitologique. Alors c'est le genre de choses qui sont franchement super intéressantes, mais d'un point de vue visuel, je suis pas sûre que... Voilà, parce que voir des parasites et des vers un petit peu partout... Sinon, vous avez également à Toyama, vous avez... Je vais retrouver les mots en français, alors c'est compliqué parce que non seulement j'utilise plein de langues sans arrêt, mais en plus que je lis un bouquin dans une langue, je vous explique dans une autre. Des petits calamars bioluminescents, voilà, à Toyama, que justement je suis allée voir, puisqu'effectivement ils les pêchent pour les manger, mais on peut aussi justement aller voir au bord de l'eau, mais également sur un bateau pour aller effectivement pouvoir voir toutes ces petites créatures. Et c'est vrai que les animaux bioluminescents, quand on n'en a jamais vu, c'est vraiment un truc, bon bien entendu il y a les lucioles, mais même les lucioles d'ailleurs, c'est un truc fantastique quand on en voit en grand nombre. C'est quelque chose de merveilleux. On a l'impression d'être dans Avatar et pas sur Terre. Voilà. Donc ça fait partie effectivement des idées que j'avais piochées dans leur site. Voilà, donc effectivement il y a les calamars volants, toujours au même endroit. Donc effectivement ça aussi je l'ai vu. Vous avez également effectivement les momies auto-momifiées. C'est-à-dire que c'était pas des personnes momifiées comme en Égypte où on devait sortir les organes, enfin plein de fun à faire, mais des gens en fait qui par leur alimentation, leur prière, etc. se sont momifiés de leur vivant. Ça devait pas être très sympatoche à faire, mais enfin après chacun fait ce qu'il veut, voilà. Et donc effectivement on peut les visiter. Je sais qu'il y en a une à Yamagata, et justement c'est grâce à ce site aussi que j'ai vu ça. Alors par contre pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion d'y aller parce qu'à chaque fois bon il y avait des empêchements pour une raison X ou Y. Par contre, effectivement, c'est quelque chose que j'ai planifié de faire et puis surtout qui est important, enfin important non, qui est intéressant tout simplement à connaître. Voilà. Je trouve ça intéressant, je ne connaissais pas ces processus avant. Alors, je parle d'endroits à visiter, mais il vous donne aussi des
des activités, des événements à visiter, comme effectivement le marathon des prêtres au Mont Riei, où effectivement on les voit tous dans leurs robes, en train de faire un marathon en distance dans la montagne. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça que je trouve super originales. Voilà. Je pense qu'on va finir là-dessus, parce que j'ai parlé bien plus que ce que je n'aurais dû dès le départ. C'est bien pour ça que je vous avais dit, vous n'avez pas besoin de... Voilà, vous écoutez juste le début, puis après vous arrêtez la vidéo, hein, parce que là c'est vraiment moi qui suis en train de me parler à moi-même. Mais tout ça pour dire que ce sont deux guides qui n'ont rien à voir. Donc je les ai comparés alors qu'ils ne sont pas comparables. Maintenant, c'est vrai que par exemple, pour quelqu'un comme moi je dis, en tout cas en règle générale, vous allez visiter un pays, achetez un guide du pays. Tout simplement. Que ce soit le Routard, le Lonely Planet aussi, ils sont très bien faits. Même si le prix est bien entendu plus élevé. Mais sur Internet aussi, on trouve plein d'idées. Donc, en sachant qu'on n'a pas forcément Internet sur place, moi, ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est d'avoir soit une application, soit tout simplement de télécharger ou de faire des copies de pages, de choses comme ça. Vous avez aussi Maps.me, qui est comme Google Maps, mais qui fonctionne aussi hors ligne. Donc ça, c'est très très... Mais si vous voulez un jour, si vous voulez des conseils de voyage, on va dire pour baroudeurs, hein, vous me demandez, hein, moi je peux répondre à pas mal de questions, donc je me suis tellement fait chier sur beaucoup de destinations que, on va dire, j'ai roulé ma bosse et il y a des choses que j'ai compris par la force des choses, mais c'est aussi comme ça que j'ai appris, voilà. Donc ça ne me gêne pas du tout de partager ce genre de choses. Et en tout cas, une fois que vous avez, on va dire, planifié tout ce qui est normal, soit par internet, soit par un guide officiel, voilà, à ce moment-là, oui, moi je vous conseille, allez jeter un oeil à Atlas Obscura. Il y aura peut-être des choses dont vous vous foutez royalement, mais ça ne coûte rien d'aller regarder justement les petites choses que vous pouvez trouver autour de ce que vous allez visiter. Testez déjà pour visiter des choses autour de chez vous. Et puis franchement, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous visitez grâce à ce site. Venez m'en parler, voilà. Parce que moi aussi, j'en ai encore plein à visiter, donc c'est une mine d'or. Et puis, sachez aussi que les informations sont sans arrêt renouvelées, rajoutées, etc. Donc, le bouquin, c'est une chose. Ça, c'est pour lire tranquillement au coin du feu pour rêver de voyage. Mais le site, lui, il y a je ne sais combien d'informations en plus de ce qu'il y a dans le bouquin. Ils peuvent pas faire un bouquin de tous, c'est pas possible, ça serait une encyclopédie. Voilà. Mais voilà, donc en tout cas j'espère que même s'il n'y a qu'une ou deux personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, que ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de visiter des trucs, en plus avec le virus de où on ne peut pas forcément se déplacer. Il me semble qu'en France ça change, mais ici moi je suis toujours un petit peu coincée. Mais n'hésitez pas justement à aller visiter des trucs super originaux, parce que comme ça vous allez avoir l'impression de redécouvrir les régions qui sont autour de vous. Et moi, personnellement, je considère qu'on n'a pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour être émerveillé, pour connaître des choses, pour apprendre, pour découvrir, pour... voilà. Même si, bien entendu, aller à l'autre bout du monde, c'est super aussi, hein, je dénigre pas. Moi, la première. Mais il y a beaucoup de choses souvent à côté, effectivement, qu'on a tendance à oublier, alors que si on peut pas, il y a quand même d'autres choses à faire. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, sur ce... on va arrêter, j'en ai marre, j'ai mal à la gorge. Et le voyage est un thème, je pense qu'on ne va pas aborder souvent, parce que sinon je vais vous saouler. Après, vous pouvez peut-être vous en servir pour vous endormir, c'est pas une mauvaise idée. Voilà. Et bien je vous dis ciao et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.